Bonjour, donc on est lundi le 3 février. J'ai trouvé ici un article dans les notes de Maria, je l'ai mis sur vos notes de cours là, dans ESTI, sur séminaire d'intégration, le traitement pharmacologique de l'épilepsie, comment c'est retrouvé. Ça a été écrit par deux médecins, Richard Desbiens et Martin Savard, qui travaillent à l'hôpital pour enfants à Québec. Donc, c'est intéressant ici, c'est pour les médecins, mais ça pourrait quand même vous intéresser. Quels sont les antiépileptiques offerts? Ben, il y en a 21. OK, on va voir le tableau. Et puis, il donne des explications aussi, le spectre d'activité d'un antiépileptique définit son action dans l'épilepsie focale ou généralisée ou dans les deux, hein, avec un spectre large. Alors, on a le tableau 2. OK, donc, partiel, c'est un petit spectre, ensuite généralisé, et puis un spectre plus large pour qui agit sur les deux types de crises. Et puis, ici, tous les agents antiépileptiques sont efficaces contre l'épilepsie à départ focal, ou ce qu'on appelle l'épilepsie partielle, sauf, on a le Zarontin, là, qui est, lui, spécifique pour les crises généralisées de type absence. Ici, bien qu'on ait là, une liste là, de noms d'agents antiépileptiques, etc., nous, notre travail, c'est quand même de reconnaître le nom quand on fait l'histoire clinique, et puis de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui son effet sur le EEG. Okay? Mais c'est quand même intéressant ici de cet article-là. Je trouve ça bien. Alors, malgré tout ce qui peut être dit ou écrit sur le spectre d'activité des antiépileptiques, il nous arrive de rencontrer des patients atteints d'épilepsie généralisée qui répondent bien à des agents qui sont efficaces, surtout dans des crises partielles. Il n'est donc pas nécessaire de changer le produit pour un autre si son efficacité est prouvée chez un patient. Hein, c'est ça, fait que le médicament, il peut agir, bon, on va dire, il est prescrit pour généraliser, mais là, il fonctionne bien pour un patient qui a une crise partielle. Alors, ça dépend toujours de la réponse du patient avec le médicament qui a été prescrit par le médecin. Ici, tous les agents épileptiques sont efficaces contre les épilepsies à départ focal, épilepsie partielle. Hein. On l'a vu, vous l'avez aussi dans le PowerPoint là, du cours 3, je pense, qui avait été fait par Maria. Ici, je trouvais ça intéressant. Je vais mettre ça un petit peu plus petit. Vous avez ici une liste des antiépileptiques par voie orale, okay, qui sont utilisés au Canada. Donc, j'essaie de mettre ma page plus petite, là, ça ne fonctionne pas. Là, ici. Ça, c'est un peu trop petit. OK, donc, carbamazépine, Tegretol. Vous avez un résumé ici, hein? Clobazam, Frisium. C'est de retenir les noms. Ça, vous ne pouvez pas apprendre tout ça par cœur, là. C'est pas un cours de pharmacien qu'on fait. Hein? Mais quand même, de reconnaître les noms ici que l'on voit plus souvent. L'épival, vous allez voir ça. Le Zarontin, le Neurontin. Vous allez voir souvent ces noms-là ici. Là. Okay, la motrigine, le Keppra. Hein, on voit ça souvent. Le Trileptal, c'est un autre qu'on voit souvent. Phénobarbital, Dilantin, Misoline, hein? Topamax, mon Dieu, Topamax, on voit ça souvent. Sabrine. Alors, je ne sais pas où vous travaillez, où vous faites vos stages, quel médicament que vous voyez le plus souvent. Mais on a une liste ici, c'est bon de peut-être juste l'imprimer, la garder à côté de vous autres. Là. Quand vous faites vos EEG, ben, vous avez, ah oui, ben là, ça c'est un médicament pour traiter l'épilepsie. Hein? Et puis, sur le tableau de droite, ici, on a les spectres d'activité des agents antiépileptiques. Alors, spectre étroit pour l'épilepsie focale ou partielle. Okay? On a une liste ici. Phénétoïne, phénobarbital, carbamazépine, oxcarbamazépine, gabapentine, lacosamide, vigabatrine, bon. Ezogabine, je ne la connais pas, pérampanel. Okay? Vous avez ça dans vos notes de cours. Donc, ça, c'est utilisé surtout pour les épilepsies focales. Spectre étroit. Okay? Donc, ça, c'est des médicaments qui vont être utilisés plus spécifiquement pour un type d'épilepsie. L'absence, les toxucimides.
Hein, les toxosimides, c'est quoi? C'est du zarontin. Syndrome de Dravet. OK? Le syndrome de Dravet, ceux qui travaillent surtout chez les enfants, là, vous l'avez ici. Là. Ensuite, vous avez syndrome de Lennox-Gastaut. On va utiliser le rufinamide. OK? Hein? Rufinamide, le Banzel. L'autre ici, là, pour le syndrome de Dravet, là, le diacomite. OK? Donc, ça, c'est des médicaments à spectre 3. C'est spécifique pour ces types d'épilepsie. Okay? Le Lennox-Gastaut, il y en a d'autres aussi là, qui vont être utilisés conjointement avec le rufinamide. Et puis, vous avez les larges spectres, épilepsie focale généralisée. Donc, vous avez une liste ici des médicaments qui sont le plus utilisés pour ce type d'épilepsie. D'accord? Bon, on va continuer ici. Donc, c'est quand même intéressant. J'ai lu ici. C'est intéressant ce qu'ils disent. OK, les modes d'action. Les modes d'action des antiépileptiques, on a un tableau ici. OK? Alors, vous avez ici qui vont agir sur les canaux sodiques, agir sur les récepteurs GABA, agir sur la disponibilité des récepteurs GABA, plusieurs mécanismes, okay? Canaux calciques. Ça, c'est vraiment, c'est bien, c'est un peu un résumé des notes de cours que Maria a fait sur les PowerPoint. Encore là, bon, c'est pas vraiment notre champ d'action, à savoir ça agit sur quel canot. Puis, mais en gros, c'est ça. En gros, ça va agir sur les canaux hein, pour les potentiels d'action, les récepteurs. OK? Ça va agir au niveau des transmetteurs. Ça, c'est quand même important de savoir comment le mécanisme d'action en général. C'est tous les détails ici. Est-ce qu'on en a besoin? Pas vraiment. Mais sur les canaux, ça va agir sur les membranes là, dans les canaux hein, pour empêcher une dépolarisation continuelle. Ça va aider à repolariser nos cellules pour qu'elles arrêtent de dépolariser et puis de décharger continuellement. Donc, pour l'ajustement du traitement, est-ce qu'il y en a trop, il y en a pas assez, il y en a juste assez? Donc, comment prescrire un agent antiépileptique? La règle du procéder lentement doit s'appliquer quand c'est possible. On doit suivre la posologie suggérée dans la monographie de chaque produit et l'adapter aux particularités du patient. Donc, il y en a que ça va aller plus vite, il y en a que ça va aller moins vite. Ça va dépendre du patient. D'accord? Comment est-ce que la dose, la posologie, hein, le dosage va être ajusté? Bien, c'est la réponse clinique qui doit dicter le choix de la posologie. Chaque médicament a son propre intervalle posologique. En règle générale, si l'épilepsie est bien maîtrisée, on visera la dose minimale efficace afin de réduire le plus possible les risques des effets indésirables. À l'opposé, en présence de crises épileptiques persistantes, on va favoriser la hausse du médicament jusqu'à l'atteinte d'une maîtrise complète de l'épilepsie ou jusqu'à l'apparition d'effets indésirables, donc la dose maximale tolérable. En cas d'inefficacité de l'agent à la dose maximale tolérable, on va envisager une autre thérapie, hein, une autre en monothérapie. Donc, sur cette page de notre tableau numéro 4, on a les effets indésirables comme majeurs là, de chaque agent. Alors, carbamazépine, ici, on va avoir un problème avec l'énatrémie. Ça, c'est le magnésium, je crois. Ensuite, le copénie peut avoir des problèmes au niveau des leucocytes. Clobazam, somnolence. Hein. Divalproex de sodium, un gain pondérable, donc gain de poids, tremblement. Les toxosimides, nausées, douleurs abdominales. Alors, on voit ici
un résumé, en gros, les effets indésirables de chaque agent. Disons, ça serait l'effet le plus, disons, le plus indésirable, si on veut. OK? Donc, OK, d'accord. Maintenant, on est rendu ici. Si un patient doit cesser un antiépileptique, les raisons pour cesser un antiépileptique, bien, ça va être des effets, des allergies très graves. Okay? Puis, si le patient doit cesser son médicament, bien, il va le faire de façon progressive, hein, sur une période de plusieurs semaines, des fois même à plusieurs mois. Habituellement, plus la dose initiale était élevée, plus la demi-vie du produit est longue, plus la période du sevrage va être longue. Ici, une petite parenthèse intéressante. Là. Les effets indésirables des principaux antiépileptiques, ben, en général, c'est somnolence et étourdissement qui sont liés à la posologie. D'accord? Ici, on parlait d'idées, risque accru d'idées ou de gestes suicidaires avec la prise d'antiépileptiques. C'est le Food and Administration Drug, là, ça c'est aux États-Unis. Au Canada, ça n'a pas été relevé. Donc, au Canada, disons, c'est ça, là. L'avis n'a pas été repris par le Canada parce que c'est quand même quelque chose de controversé. Ensuite, ça c'est intéressant. Certains patients d'origine asiatique présentent une hypersensibilité à la carbamazépine, pouvant entraîner une réaction allergique grave. Alors, Santé Canada va recommander de ne pas, d'éviter, c'est ça, la consommation de carbamazépine, la prescription, dans ce style, dans cette population-là, hein, la population asiatique. Et puis, interaction principale, ça c'est le médecin qui va voir ça quand il va faire les prises de sang, vérifier les enzymes hépatiques. Donc, la carbamazépine, phénobarbital, primidone, phénitoïne, ils sont des inducteurs d'enzymes hépatiques. OK? Ce qui risque de causer notamment une diminution d'urine chez les patients sous warfarine. La warfarine, c'est comme du coup, c'est un produit pour amincir le sang, c'est comme de l'aspirine. Okay? C'est un produit un anticoagulant. D'accord? Et puis, les autres produits qu'on vient de voir, là, une réduction de l'efficacité des contraceptifs oraux, okay, par voie orale ou médicaments anti-rejet. Les médicaments anti-rejet, là, pour ceux qui ont eu des transplantations d'organes, okay, carbamazépine, ceux-là ici. Là. Donc, ça, c'est important de vérifier pour le médecin quand il fait sa prescription pour... si c'est une jeune femme, par exemple, qui prend des contraceptifs, ben, ça risque d'annuler l'effet des contraceptifs. Et puis là, ben, ça ne serait pas très agréable pour la patiente. Hein? Bon, puis on va aller ici à la tableau numéro 4. C'est quand même intéressant. Adaptation du traitement antiépileptique aux particularités de chaque patient. Donc, un patient sous contraceptifs oraux, on a les bons choix. Faire attention à éviter. Okay. Vous avez ici les patients qui ont des occupations intellectuelles exigeantes. Bon choix à la motrigine. Maladie hépatique, on recommande ces 3 drogues antiépileptiques. Insuffisance rénale, ici. Hein, on recommande ça ici, le Levéti, racétam, gabapentine, lacosamide. Les greffes, ceux qui prennent qui ont eu des greffes d'organes, des greffes de moelle osseuse, par exemple. OK? Vous avez ici les bons choix, les médicaments à éviter. Problème de bloc là, à l'ECG auriculo-ventriculaire, à éviter le lacosamide. Okay? Les personnes obèses ici, le topiramate, c'est bon. Ceux-là, c'est à éviter parce que ça a tendance à produire une prise de poids. Les patients anorexiques, ben, on évite le topiramate parce que probablement ça coupe l'appétit. Alors, antécédents de psychose ou de dépression, okay? On évite ça. Non, on peut voir que en regardant tous ces tableaux-là,
la pharmacie, c'est vraiment tout un domaine, hein. Et puis le médecin doit connaître son patient, donc une bonne histoire clinique. Il doit vraiment connaître son patient, la vie de son patient pour être en mesure de prescrire le médicament de choix. Okay? On va continuer ici pour les autres paramètres à surveiller quand le médecin va prescrire le médicament. Donc, en général, dès qu'un patient ne se sent pas bien, fatigue, infection, somnolence, vous avez des troubles de concentration, nausées. Donc, on peut doser certains paramètres biologiques autres que la concentration sérique. Donc, le sérum, quand ils font la prise de sang, des agents antiépileptiques. En particulier, on s'intéressera aux paramètres indiqués dans le tableau 5 pour chaque agent épileptique. Alors, tableau 5, on les a... Où est-ce qu'il est notre tableau 5? Ça va être notre tableau 6 plutôt, là. Etc. OK. À noter que les antiépileptiques inducteurs des enzymes hépatiques, on les a ici, sont associés à une hausse légère de l'enzyme GGT, donc une enzyme dans le foie. Il s'agit d'un épiphénomène et non d'un signe de toxicité hépatique. On peut donc tolérer une légère élévation, en moyenne de 3 fois la limite supérieure de la normale du taux sérique. Ça, c'est au niveau de quand il fait des prises de sang. Okay? Dans les situations où la maîtrise de l'épilepsie est bonne, il est d'usage courant de profiter de la visite annuelle du patient pour obtenir une formule sanguine. Le patient, donc quand le patient va visiter son médecin, le médecin va faire des prises de sang, puis d'autres tests aussi pour mesurer les concentrations, pour s'assurer que le patient réagit bien et puis que ça n'endommage pas d'autres organes, hein, les effets secondaires sur d'autres organes. Bon, est-ce que les crises d'épilepsie, est-ce que l'épilepsie est maîtrisée à 100% avec les médicaments? Ben non. En général, de 60 à 70% des patients obtiendront une bonne maîtrise par une monothérapie. 15% auront besoin d'un traitement par plusieurs agents, donc d'autres, et 15% souffriront d'une épilepsie plus réfractaire. On dit que l'épilepsie est réfractaire quand au moins 2 agents antiépileptiques ont échoué. Okay? À ce stade, la probabilité d'une maîtrise de l'épilepsie par des médicaments devient beaucoup moins bonne. Les patients atteints d'épilepsie réfractaire devraient être dirigés vers des neurologues œuvrant dans une clinique spécialisée dans le traitement de l'épilepsie. Les patients atteints d'épilepsie réfractaire seront des candidats à d'autres types de traitements, comme l'exérèse du foyer épileptique. Hein, ils vont enlever l'exérèse, on enlève le foyer épileptique, une chirurgie. Une chirurgie de déconnexion, on va détecter une partie du cerveau. La neurostimulation du nerf vague ou la diète cétogène, là, c'est connu sous le nom de kétogénique. C'est une diète dans laquelle il n'y a aucun hydrate de carbone. C'est une diète que c'est quand même assez populaire. On voit ça là, sur Internet. Là, vous voulez perdre du poids, prenez la diète kétogénique. C'est une diète qui est constituée principalement de lipides et puis de protéines. C'est bon pour certains types d'épilepsie. Ça va aider à contrôler un peu l'épilepsie. Quand est-ce qu'on considère l'arrêt de l'agent épileptique? En général, après une période de 3 à 5 ans sans crise. Le médecin devrait s'interroger sur la possibilité de cesser le traitement médicamenteux, donc arrêter les médicaments. On avait vu, j'avais vu dans les notes de Dr. Guberman, surtout les épilepsies myocloniques juvéniles, là, le Janssen syndrome, ça se contrôlait très très bien. Mais ça, c'était une épilepsie après l'arrêt du traitement, là, 80% des cas, l'épilepsie revenait, donc c'était pas tellement bon pour ce type d'épilepsie. Mais en général, ici, les chances de succès
d'arrêt du traitement et puis que le patient ne fait plus de crise, seront plus grandes si l'électroencéphalogramme est normal. Bon, ça nous concerne. Alors, l'importance de bien faire les techniques d'activation, l'importance de faire un bon enregistrement. Si l'état neurologique du patient est normal, en plus, donc le patient, il peut réfléchir, son examen neurologique est bon et puis son imagerie médicale est bonne. Dans le meilleur des cas, 25 à 40% des patients présenteront des récidives après l'arrêt du traitement. Dans tous les cas, les avantages et les inconvénients au traitement devront être sous-pesés. Il faut que ça soit vraiment vérifié, là. En fonction des particularités du patient, son type d'emploi, permis de conduire, les sports pratiqués. Un patient qui fait de la natation synchronisée ou bien qui fait des concours de natation ou du parachutisme ou quelque chose comme ça, ben, c'est pas trop indiqué qu'il fasse une crise d'épilepsie au milieu de la piscine. Donc, c'est ça, tout dépendant aussi du type d'emploi. Si son permis de conduire, il faut s'assurer que l'épilepsie est contrôlée. Parce que s'il fait une crise sur la route, ben, ça peut provoquer des accidents et puis c'est dangereux. Okay? Alors, c'est important ici là, que le patient fasse un suivi et puis avec son médecin. Alors, quand orienter le patient en clinique spécialisée, une rencontre ou un suivi avec un neurologue spécialisé dans l'épilepsie pourrait être utile lorsque le diagnostic est incertain ou que l'épilepsie s'avère résistante aux 2 ou 3 premiers essais médicamenteux. Également, la planification et le suivi d'une grossesse chez une femme épileptique justifiera une orientation en clinique spécialisée. De même, la décision de poursuivre un traitement antiépileptique à long terme ou de le cesser seront des raisons pertinentes pour diriger le patient en spécialité. On pourra solliciter l'avis du neurologue épileptologue pour toute situation complexe ou ambiguë liée à la conduite automobile chez la personne épileptique. Alors, ça va être tout pour celui-là. Ici, c'est un petit résumé. J'ai trouvé ça quand même très, très bien. Et puis, je l'ai mis sur ECT dans vos notes.